Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi, Émir Kir. Bonjour. Bonjour. Bourgmestre socialiste de Saint-Josse et désormais également numéro 2 sur la liste socialiste à la Chambre. C'était une volonté de votre part de vous présenter à la Chambre? Pas spécialement au départ. J'étais candidat pour les élections du 25, comme d'habitude, au service du parti et de la population. Maintenant, un choix a été fait par le parti et il me convient parfaitement. Et moi qui suis maintenant confronté aux réalités de la proximité, les difficultés de nos concitoyens, tant au niveau de la région quand j'ai été ministre et maintenant en tant que bourgmestre, je pense que l'échelon fédéral pour jouer sur les questions de la fiscalité, les questions sociales et économiques, c'est un bon échelon et donc il me va bien. Vous nous dites pas spécialement, ça veut dire que c'est Lorette Onkelings qui a tranché et qu'elle a tranché avec quels critères? On imagine qu'en tenant compte des 17 000 voix que vous avez fait la dernière fois? Bon, il faudrait peut-être lui poser la question à elle, mais j'imagine qu'il y a derrière ce choix d'abord le parcours au niveau ministériel. Pendant 8 ou 9 ans, j'ai été ministre de l'urbanisme, de la formation professionnelle, de l'action sociale, etc. Et puis aujourd'hui, bourgmestre dans ma commune, j'y vois quand même une marque de reconnaissance du travail qui a été réalisé. C'est une responsabilité aussi. Donc 17 000 voix en 2010 aux législatives. Vous êtes cette fois-ci derrière Lorette Onkelings. Et visiblement, votre parti attend que vous performiez. Bah, écoutez, quand on est à la deuxième place, derrière Lorette, c'est quand même une chance extraordinaire. Et puis, je pense qu'on a un projet de qualité et je pense que notre projet correspond le mieux aux attentes de la population. Et donc, c'est avec beaucoup de force, beaucoup d'énergie que je vais m'engager dans cette campagne. Ouais. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent oh, bah, si Émir Kir n'est pas candidat à la région, c'est parce qu'on avait un peu peur qu'il fasse trop d'ombre à Rudy Vervoort? Non, je pense que vous savez, qu'est-ce qu'on ne dit pas? Qu'est-ce qu'on ne dit pas? Je pense qu'il y a assez de talent, il y a assez de compétences, il y a des profils très intéressants. On aurait pu avoir d'autres types de scénarios, mais je crois que finalement, c'est de belles équipes avec Rudy à la région, Lorette à la Chambre. Je pense qu'aujourd'hui, on a de belles équipes et je pense qu'on est bien lancé. Vous aviez quitté le secrétariat d'État pour vous consacrer à Saint-Josse. Imaginons que vous fassiez de nouveau un score canon le 25 mai. Vous revendiquez quelque chose ou pas? Oh, écoutez, ça c'est intéressant. Donc on n'a toujours pas parlé du programme, du projet que l'on veut proposer et les élections sont terminées. Je pense qu'il faut peut-être aussi demander aux habitants, concitoyens, ce qu'ils vont nous dire. Et je crois que c'est ça aussi la démocratie, c'est à un moment donné voir ce qu'ils souhaitent eux. Et à partir de là, quel attelage est possible au niveau des gouvernements, etc. Me répondre ça, Émir Kir, c'est me dire, oui, ceux qui font des gros scores sont légitimes pour avoir des postes ministériels. Mais nous n'avons jamais été un parti, je dirais, résiduel ou, je dirais, on a toujours été un parti de masse. Je pense que la légitimité vient de la population, c'est un élément important. Mais chez nous, c'est toujours le président de parti et à Bruxelles, c'est Lorette qui décidera. Alors, l'enjeu pour le Parti socialiste, c'est quoi? C'est de rester au pouvoir à la région et de rester au pouvoir au fédéral? Bah, comme tout parti politique, je pense qu'il est important de viser le pouvoir, mais surtout, pour moi, et avec mes collègues, l'objectif que nous poursuivons, c'est de protéger la population en cette période qui s'annonce difficile. Je crois qu'on a stabilisé le pays il y a 3-4 ans grâce au travail important d'Elio Di Rupo avec Lorette et d'autres. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aller plus loin, mais surtout bien traverser cette crise. Et pour ça, je crois que notre projet sur le plan social et économique est celui qui est le plus adapté pour protéger au mieux la population. Ouais, la campagne sera dure? Vous attendez une campagne difficile ou pas? Ben, elle sera particulière. Ça me fait penser un peu à la campagne de 1999, quand il y avait l'Europe, la Chambre et le Sénat cette fois-là. Plusieurs scrutins en même temps. Et la région, donc il y aura beaucoup de candidats. Elle sera dure. Elle sera dure quand j'entends Bart de Wever. C'est quand même assez incroyable. Alors qu'il devrait faire campagne en Flandre avec les partis flamands, la seule chose qu'il a à dire, c'est du mal d'Elio Di Rupo et du Parti socialiste. On voit qu'on attaque un parti, on attaque les hommes. Il a eu tort d'ironiser sur Perry Deiza et sur la mobilisation des moyens de l'État, notamment une escorte de police pour deux pandas. Mais en tout cas, même dans la presse flamande, ça ne passe pas. Je crois que tout le monde commence à voir qu'au lieu de parler de projet de société, on attaque toujours un parti juste par réflexe et puis on attaque un homme. Je trouve que les gens n'apprécient pas ça. Je crois qu'on attend aujourd'hui des candidats de parler de projet. Alors on va parler de socio-économique dans un instant, mais je voudrais quand même vous poser une question sur... Vous n'avez pas d'enfant en âge de faire de la politique, vous? Oh, ouais. Mais tenez-vous bien... Et s'il l'était, il serait sur les listes ou pas? Mais tenez-vous bien, j'ai réfléchi à ça toute la semaine passée. Eh bien, je me dis qu'il est un peu normal que ceux qui finalement baignent un peu dans un secteur... Si j'étais médecin et que mon fils était... Voilà, autour de moi, peut-être que ça lui donnerait envie. Moi, je pense que c'est tout à fait normal et naturel. Oui. Et j'ai envie de vous dire ceci.
Le fils de Milquet n'a pas le droit de faire de la politique. Bernard Cléfailly devrait démissionner. Charles Michel devrait arrêter. Arrêtons avec tout ça. Je crois qu'il faut voir Catherine derrière Moreau, ça. 7e position à la région, donc assurée d'être élue. Julien Toindal, 3e suppléant à la région, donc bonne chance de siéger. Mathieu Vervoort, un petit peu plus loin à la Chambre. C'est pas un peu des traitements de faveur? Mais vous pensez vraiment qu'ils n'ont qu'un nom? C'est des militants, c'est des gens qui ont travaillé, qui ont participé à des élections. Catherine a été une excellente parlementaire, une très bonne chef de cabinet. Donc je crois qu'on a parfois facile à dire un certain nombre de choses, mais ici, il s'agit de personnes qui sont de qualité et qui sont dans le secteur. C'est vrai qu'ils ont des parents qui ont un nom, mais ce n'est pas parce qu'on a des parents qui ont un nom qu'on ne doit pas faire de la politique. L'Open VLD qui annonce dans son programme qu'il a présenté hier qu'il souhaite faire 3 milliards d'économies dans les dépenses du fédéral, là où vous allez donc siéger si vous êtes élu le 25 mai, c'est réaliste ou c'est pas réaliste? Bon, c'est lamentable. C'est lamentable. On sort tout de suite le bazooka, on veut faire du tort évidemment à la sécurité sociale, on veut mettre en difficulté les chômeurs, on ne veut plus payer de chômage selon l'Open VLD. Je pense que c'est allé... L'Open VLD, c'est qu'on supprimerait les allocations au bout de 3 ans et après un coaching intensif ou un suivi intensif des chômeurs. Mais pour réaliser leur programme, il faut mettre en difficulté la sécurité sociale, il faut diminuer les services publics, plus d'allocations de chômage après un certain temps. C'est inadmissible. Aujourd'hui, je crois que ce qu'il faut absolument, c'est alléger évidemment les charges sur le travail, aller chercher plus chez le capital. Là où c'est superflu, il faut aller chercher. Et là où les gens sont dans le besoin, il faut aller donner. Et je crois que le programme du PS, c'est de dire au fond, il faut aider au niveau du pouvoir d'achat ceux qui en ont le plus besoin. C'est un choix. 70% de la population doit faire l'objet d'une majoration au niveau de leur salaire, avec une aide réelle, concrète. Mais à côté de ça... Donc vous prévoyez 120 € de gains pour les salariés? Tout à fait. Pour les travailleurs, pour les pensionnés, pour les allocataires sociaux, pour les indépendants. Mais de l'autre côté, il faut aussi soutenir l'activité économique créatrice d'emplois. Et pour ça, c'est 1,5 milliard. Donc d'un côté, 3 milliards pour le pouvoir d'achat, pour aider au niveau des revenus, mais de l'autre côté, relancer évidemment sur le plan économique, et je pense ici tout particulièrement et principalement aux PME, qui sont vraiment le poumon économique de notre pays, mais qui doivent être aidés. Quand on supprime les intérêts notionnels, on n'embête pas un petit peu les PME? Les intérêts notionnels, on sait de qui on parle ici. Je pense que il faut aller chercher l'argent. Il y a quelques PME quand même qui en profitent, des intérêts notionnels. Ce n'est pas réservé aux grandes entreprises. C'est pour ça que dans le montant qui a été proposé, on propose 3 fois 1,5 milliard dans le capital, dans les intérêts notionnels. Et quand on le propose au niveau des intérêts notionnels, on ne propose pas les 6 milliards que j'ai entendus aujourd'hui dans la bouche de certains. Aujourd'hui, on sait que grâce à Elio Di Rupo, on doit être autour de 3 milliards d'euros au niveau de l'intérêt notionnel. Donc on a un peu baissé l'ardoise. Mais je pense qu'on est dans quelque chose de crédible. Et c'est ça la différence, Pourquoi est-ce que la réforme du Parti socialiste, elle est à volume zéro? C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'économie et il n'y a pas réellement de gain fiscal. On sait que l'État fédéral est endetté et qu'il faut faire des économies. Pourquoi est-ce que vous ne proposez pas d'économie? Je pense que ce travail s'est fait au cours... Elle est à l'équilibre, la réforme. Elle est à l'équilibre, mais je pense qu'il ne faut pas prendre plus de risques. Je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut de la rigueur. Mais il faut surtout alléger les charges sur le travail, aller chercher dans le capital et surtout maintenir nos services publics. Pensez à la sécurité sociale, pensez aux allocations sociales, pensez aux pensions, pensez aux travailleurs. Tous doivent être aidés dans cette période, puisque cette période s'annonce difficile. Et je crois que notre projet est équilibré, il est responsable. Ouais. Mais vous êtes les seuls à proposer une réforme fiscale à l'équilibre. Quand on lit celle du mouvement réformateur, de l'Open VLD, dont on vient de parler, du CDNV, ils proposent tous, eux, de faire des économies au niveau de l'État fédéral. Eux, ce qu'ils veulent, en gros, c'est le bain de sang, quoi. Donc ils veulent vraiment créer un problème au niveau de nos services publics. Les gens vont avoir des difficultés. Ce sera moins de sécurité sociale. Ce sera difficile de se faire soigner avec leur projet à eux. Ce sera moins d'allocations sociales. Ce sera moins de il n'y a pas d'économie à faire sur l'État fédéral. Écoutez, très clairement, on ne remettra pas en cause l'indexation des salaires. J'ai entendu dire qu'on ne faisait que pour 70% de la population. Non, on fait pour 100% de la population. Parce que l'indexation des salaires, elle sera maintenue pour tout le monde. Mais dans leur programme à eux, on met fin aux allocations de chômage, on met fin à l'indexation des salaires. C'est quoi? C'est au fond faire plaisir des cadeaux aux grandes entreprises, aux plus riches, à ceux qui ont du superflu déjà de trop, et pour les autres, on ne pense pas. Et ça, c'est inadmissible. Quand Daniel Baclen donne, par exemple, un chiffre sur les mutualités en disant, tiens, voilà, dans le secteur des soins de santé, là, il y a 200 millions à aller chercher dans l'administration des mutuelles. Mais qu'ils le disent à la population, que la population entende ce discours. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'il faut faire encore plus. Et je suis heureux de voir qu'au niveau des acquis du PS, dans le cadre de ce gouvernement qui se termine,
On a pu baisser quand même les chiffres de 1500 médicaments. C'est moins 6%. Et ça, c'est du concret, c'est du pouvoir d'achat pour nos habitants. Est-ce qu'Emir Kir, c'est le candidat de la communauté turque ou ceux qui écrivent ou pensent ça se trompent? Je dirais qu'à chaque fois que je suis à une position visible, je sors des élections avec, je dirais, des résultats intéressants, c'est en dessous de la ceinture. Alors, c'est l'origine ethnique, c'est la religion. C'est un peu lamentable. Je crois qu'il faut parler de nos compétences, il faut parler, je dirais, des défis qui se présentent à nous. Tout cela n'a pas de sens. Ouais. 50 ans de l'immigration turque. Alors vous êtes quand même quelqu'un qui est issu d'une famille qui a immigré en Belgique dans les années 60. C'est important cet anniversaire ou pas pour vous? Mais je pense que c'est quand même pas rien. Je pense que pour les Turcs et pour les Marocains, c'est un moment où il faut vraiment tirer une belle photo et voir un peu où on en est. Et surtout remercier évidemment cette première génération qui a été extraordinaire, qui a participé au développement de notre pays. N'oublions pas qu'ils sont venus travailler à la demande du gouvernement belge dans la sidérurgie, dans les mines, dans les travaux publics. Et finalement, ils nous les ont laissés en héritage. Moi, je suis un enfant de l'immigration, un pays qui est quand même amélioré. Et donc, merci à eux. Ouais. Vous voulez un monument de l'immigration? Oui. Un monument symbole. Vous avez même, je crois, identifié un endroit à croisement de la chaussée d'Acte et de la rue du Méridien. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir un monument? Mais je pense qu'on ne peut pas se limiter simplement à faire quelques cérémonies de commémoration, même si elles sont importantes, des fêtes, des expositions. Je crois qu'il doit y avoir une espèce de monument qui doit être dédié à l'immigration, à toutes les immigrations, parce que tous les Belges ont quelque chose d'immigré en eux, tout le monde a une histoire d'immigration, et à l'occasion de ces 50 ans, pour aussi, je dirais, pouvoir faire un travail pédagogique, expliquer la question de l'immigration. Et donc ce sera quoi ce monument? Vous allez lancer un concours d'architecture? Oui, tout à fait. Donc c'est très simple, ce sera un appel évidemment à candidature aux artistes avec un cahier des charges. Il y aura un concours et puis il y aura évidemment un choix qui sera porté. Et puis ce sera une belle inauguration pour la deuxième moitié de l'année. Donc après les élections? Après les élections. Ouais. Je ne veux pas ici de problème. Il n'y aura pas d'exploitation de cette affaire à des fins électorales. Vous ferez campagne en langue turque ou pas? Écoutez, j'ai toujours fait campagne en français, en néerlandais, et quand il m'est arrivé d'écrire, il m'est déjà arrivé d'écrire en langue turque, comme d'autres le font dans d'autres langues. Je ne vois pas ce qui pourrait m'empêcher, à titre personnel, d'écrire à l'un ou à l'autre. Ouais. Rassurez les Tennodois, on vous propose un poste de ministre le 26 mai ou un peu après, si les négociations durent. Vous choisissez quoi? Oh là 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 là. Ça, c'est tout de suite la question. On est très loin, et je suis très heureux de ce que je fais. Je suis très heureux d'être bourgmestre, d'être parlementaire actuellement. La seule chose qui compte pour moi, c'est de faire triompher les idées socialistes, nos valeurs. Vous n'allez donc pas répondre à ma question? Non, 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 non. Parce que vous savez, on ne sait pas où on sera demain. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de défendre notre population qui en a plus que jamais besoin. Emir Kir, merci d'avoir été l'invité de l'interview. Dans un instant, ce sera la météo avec Patrick Vermeer. Bon après-midi à tous.